Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. Les prix actuels de l'énergie impactent fortement les marges des entreprises. Avec Equans, passer d'une pression concurrentielle à un avantage compétitif retrouvé. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equans. Et si on mobilisait l'épargne des Belges, votre épargne? Salut Baptiste. Mais bonjour Olivier. Alors, on a déjà parlé encore et encore du contexte budgétaire compliqué du moment à tous les niveaux de pouvoir. Alors évidemment, dans un contexte comme ça, toutes les idées sont bonnes pour être créatif. On a déjà dit qu'on cherchait des taxes tous azimuts. Il faut couper dans les dépenses, mais on est à l'os dans un certain nombre d'endroits. Bon, c'est compliqué. Comment limiter la casse? Et alors, il y a évidemment cette question lancinante. Comment faire pour relancer la croissance dans un contexte géopolitique qui ne l'autorise guère? Et alors, en fait, ces derniers jours, il y a une petite idée qui circule, dont on nous parle dans les milieux patronaux et qui a ressurgi sur le plan politique, c'est cette idée de mobiliser l'épargne des Belges. C'est déjà arrivé. On sait qu'il y a environ 300 milliards d'euros qui dorment sur les comptes en banque. C'est quand même considérable. C'est vrai qu'on pourrait en faire bon usage. Oui, tout à fait. Mobiliser l'épargne des Belges, alors ils ne dorment pas tout à fait. Ces milliards, ils servent notamment à financer les prêts bancaires, et on y reviendra. C'est pas toujours simple de ce point de vue-là pour les banques. Alors l'idée non plus n'est pas nouvelle, ou en tout cas, elle émane de Jan Jambon, le ministre des Finances. Mais on sait que Vincent Van Petegem, avec son fameux bon d'État, avait créé vraiment et à la fois la surprise et un énorme succès. Plus de 22 milliards avaient été récoltés grâce en fait à un taux très favorable, puisqu'il était, le gouvernement avait diminué sa taxe dessus, donc il devenait très intéressant par rapport aux autres banques. Et ici, les chiffres avancés, mais notamment par le vocal, le patronat flamand, est assez énorme. C'est inspiré en fait allez, c'est un peu différent, c'est un fonds d'investissement basé sur un fonds similaire au suédois, donc avec ses spécificités. Mais oui, le vocal, je l'évoquais, espère récolter 185 milliards. Alors, ça peut paraître énorme, on est sûrement sur une estimation très, très maximale. On a un collègue, Sébastien Buron, pour ne pas le nommer, qui avait écrit là-dessus, en faisant la comparaison avec le fameux bon d'État et en disant est-ce que l'Arizona va vider, entre guillemets bien sûr, les comptes d'épargne des Belges. Et bon, le cabinet Jambon n'avait pas été très content de cette tournure de phrase, mais en fait on en est là, c'est quand même une concurrence sur cette épargne des Belges. Oui, c'est sûr. Maintenant, il ne faut toujours pas perdre de vue l'objectif, donc il faut bien considérer qu'on mobiliserait tout ou partie de l'épargne des Belges pour créer de la croissance, de l'activité, de l'innovation. On est bien dans ce cadre-là. Il faut toujours faire gaffe parce qu'en Belgique, on a un peu tendance parfois à mobiliser de l'épargne et puis à la mettre gentiment dans des dépenses courantes ou pour payer des nouveaux outils. Voilà, donc là, on est vraiment dans cette idée-là. Et je disais, j'ai eu quelques contacts avec des CEO cette semaine dans le cadre d'un dossier qu'on prépare un peu autour de tout ça, notamment pour le magazine, et ils me disaient eux qu'ils étaient assez favorables à cette idée-là, en disant on devrait en fait agir de façon beaucoup plus déterminée pour quelque part mettre cet agent, encore une fois entre guillemets dormant, en activité, mais tu l'as dit, là il y a évidemment un risque important, c'est qu'on risque de fâcher les banques dans un contexte qui est déjà pas très simple pour elles. Oui, c'est ça. Alors loin de nous l'idée de dire qu'il ne faut pas mobiliser cette épargne. Effectivement, les Belges investissent par exemple très peu en bourse. C'est un des grands problèmes belges et européens par exemple par rapport aux Américains. Ouais, on va le voir d'ailleurs avec les giga IPO qui vont avoir lieu, notamment SpaceX. Tout à fait. Mais il est clair que cette montagne d'argent sert aux banques comme on l'évoquait et qu'elles vivent dans un contexte concurrentiel assez élevé. Donc c'est vrai que pour l'instant il y a une nouvelle bataille
bataille des taux d'épargne qui reprend de plus belle, comme elle avait eu lieu. On se souvient, avant le Covid et pendant le Covid, on avait des prêts, des taux d'intérêt à zéro, et donc il n'y avait aucun moyen d'offrir pour les banques d'offrir des taux d'intérêt. Alors, parce que c'est un peu des signaux contradictoires. On dit d'un côté, mettez l'argent chez nous sur nos comptes en banque, et de l'autre, on dit, on va quand même aller piquer cet argent-là. C'est marrant. Mais c'est ça, et c'est aussi là l'enjeu. Donc, pour l'instant, je ne vais pas toutes les citer, mais Argenta, Belfius, Keytrade repropose des taux attractifs de l'ordre de 3%, donc ce qui est déjà pas mal, en sachant qu'en Belgique, évidemment, il y a la prime de fidélité et le taux de base, donc ça c'est une spécificité quand même belge. Mais donc, tout ça pour vous dire... C'est pas mal et c'est pas grand-chose en fait. Parce que, clairement. Quand on met son argent sur un compte en banque, d'épargne, en fait, on gagne pratiquement rien. Voilà, clairement, quand on tient compte de l'inflation, et c'est pour ça que j'évoquais que les Belges devraient être de meilleurs investisseurs, et voilà, on sait que l'éducation financière est quelque chose d'important dès le plus jeune âge, sans doute à apprendre. Et c'est pour ça, en fait, qu'on parle d'argent perdu quelque part sur ces comptes d'épargne. C'est parce qu'on peut aller chercher des rendements bien plus élevés ailleurs. Mais ça manque quand même pas de piquant, cette histoire, parce que quand on sait que Belfius augmente son taux à 3%, mais que Yann Yambon, d'un autre côté, propose un nouvel outil pour investir, pour donner des coups des franches à l'État et relancer la croissance, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et on voit qu'avec la hausse des taux obligataires, la BCE qui va agir, tu vas en parler, on a à nouveau ce gâteau de l'épargne qui est concurrencé par... Oui, et en même temps, on parle de la bataille de l'épargne et on sait qu'elle risque d'être limitée. Charlotte de Montpellier, économiste à l'ING, le disait à nos confrères de l'écho, l'ampleur de la hausse pourrait être limitée. C'est vrai qu'il y a un petit appel d'air pour le moment, mais ça prendra du temps avant d'espérer avoir des comptes d'épargne qui soient réellement profitables. Déjà, on sait que les banques se portent plutôt bien pour le moment, mais enfin, il y a quand même des petits signaux qui s'allument, notamment la Banque nationale qui a souligné récemment qu'elle octroyait des crédits hypothécaires à perte. Donc on est quand même dans un contexte où il faut faire attention, et c'est vrai que le ralentissement économique amène plutôt à la prudence. Oui, c'est ça. Mais donc les principales banques, depuis 4 ans, je pense, accordent des prêts hypothécaires à perte. Et c'est pour ça que cette épargne, et je l'évoquais au début, est intéressante pour les banques, est nécessaire pour pouvoir offrir. Parce que sinon, après, on n'a plus rien à offrir en termes de je ne sais pas moi, des maisons, d'immobilier, aux personnes. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, la marge est réduite parce qu'en fait, la BCE là, vient d'augmenter ses taux. Ça vient d'être décidé d'un quart de point. On est à 2,25% maintenant. Ouais. Voilà, c'est une hausse qui a beaucoup fait parler. Alors, je m'explique. Alors, bien sûr, il y a une inflation qui remonte due à la guerre au Moyen-Orient. Seulement, d'aucuns, voire à peu près tous les économistes que j'ai pu interroger ou écouter ou lire, se demandent en fait comment est-ce qu'en relevant les taux directeurs de la BCE, on peut baisser le prix du pétrole. C'est impossible parce que on parle d'un choc d'offre ou un choc de demande. Ici, on a un choc d'offre de pétrole et donc c'est pas un taux directeur d'une banque centrale qui va diminuer ça. Alors comment le comprendre ? En fait, la Banque centrale, sans être technique, anticipe une inflation qui va aller de l'énergie, qui va s'inscrire dans les salaires. Ils veulent éviter qu'elle ne s'installe dans toute l'économie. Voilà, et ils veulent envoyer un signal symbolique. Même ça, certains économistes ne sont pas persuadés que les banques centrales ont encore un grand rôle à jouer ça, ou qu'elles soient... il y a eu beaucoup de critiques des banques centrales durant toute cette crise du Covid, puis la reprise inflationniste, la crise de l'énergie. Et donc la crédibilité de ces banques est remise en cause, et pas par des farfelus, vraiment par des économistes de tous bords. Et donc on se dit que oui, cette hausse, symbolique, elle ne changera pas grand-chose, mais qu'il faut qu'elle s'arrête là, parce que sinon c'est la croissance qui va de nouveau morfler. Mais quand on parle de l'économie aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'on est dans la quadrature du cercle à tous les étages. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'issue, mais c'est quand même particulièrement compliqué. Donc on est dans un moment où les gouvernements européens, et forcément les Belges, les Wallons, les Bruxellois, tout le monde,
sont contraints de resserrer leur budget, de couper les dépenses, parce que, on le sait, il faut revenir dans les clous de ce fameux déficit à 3% du PIB et éviter que les dettes ne dérapent. Donc c'est évidemment légitime de le faire, mais ça malmène la croissance, bien évidemment, ce que l'opposition chez nous ne répète régulièrement. Le contexte géopolitique, lui, il entraîne une hausse des prix. Alors tu l'as dit, ça commence par le pétrole, l'énergie, mais on sait que dans un deuxième temps, ça va petit à petit grignoter tout le reste de l'économie. C'est évidemment donc une inflation, alors on n'est pas encore dans les chocs inflationnistes qu'on a connus au moment du Covid ou après, mais on s'en rapprochera tout doucement. Et donc les banques centrales haussent les taux pour arrêter l'hémorragie, tu l'as dit. Donc en fait, on est quand même dans tous les indicateurs qui nous amènent petit à petit vers ce scénario tant redouté de stagflation. On n'y est pas encore, mais c'est quand même, on y court un peu tout droit, c'est-à-dire cette idée où il y aurait une croissance molle. On a une croissance molle pour le moment. On cherche des recettes pour la relancer, mais c'est compliqué. Et une inflation qui sera durablement élevée, 3, 4, 5, 6%. Et donc c'est ce scénario-là. C'est le pire des scénarios, oui. Voilà, c'est le pire des scénarios, exactement. Pire des scénarios dans le contexte qu'on connaît bien et qu'on évoquait au tout début de ce podcast et qu'on a longuement répété dans ce podcast à travers... c'est clairement un fil rouge finalement de tous ces gouvernements, Wallon, Arizona. C'est vraiment des efforts qui s'accumulent et qui se répètent sans cesse. On n'y voit jamais la fin avec ces taux d'intérêt qui on le disait, augmentent. Et il y a toujours cette fameuse bataille idéologique entre les recettes et les dépenses. Alors certains économistes, notamment dans le soir ce week-end... Bruno Coleman et Étienne de Calataille qui se sont exprimés dans ce sens-là. Avançaient qu'on ne pourrait pas éviter le débat sur les recettes. On sait que Bruno Coleman, il avance depuis un certain temps un grand Big Bang fiscal. Étienne de Calataille, que j'ai eu cette semaine aussi, m'en parle. Il n'est pas évidemment pour augmenter, on va dire, le plafond de taxation. Donc il veut juste, au sein de cette taxation, pouvoir rediscuter de certaines choses. Alors oui, augmenter des impôts, en baisser autre part, supprimer des niches fiscales. Combien de fois n'ai-je pas encore entendu cette semaine les sociétés de management, qui reste une énorme niche fiscale quand même en Belgique. Et puis donc cette croissance dont on parle depuis le début ici entre nous. Mais là, Étienne de Calataille était assez pessimiste dans le sens où en fait la Belgique, me disait-il, est une économie très ouverte et dépend absolument du contexte international, mondial et européen surtout, et que si la croissance est atone en Europe, il me dit on peut mener alors il ne dit pas qu'il ne faut rien faire, mais que on peut mener n'importe quelle politique de droite ou de gauche, ça ne changera rien, ça n'augmentera pas d'un point de croissance. Et donc on se retrouve dans une équation presque impossible, ou en tout cas il faudra aller au-delà de certains tabous. Certains vont devoir faire des concessions sur les dépenses qui reste importante. Il y a une économiste aussi que j'ai interrogée, je ne vais pas tout délivrer, mais qui a fait un buzz incroyable parce qu'elle s'attaquait encore au gras de notre organisation de l'État et du fonctionnement de l'État, du coût du fonctionnement de l'État, du nombre de mandataires. Donc voilà, elle a parlé de ça et apparemment c'était assez bien reçu par tout le monde. Il y a ce volet recettes que j'évoquais et ce volet croissance, et on est vraiment dans une... je disais une équation impossible qui rend les choses très très difficiles pour ces gouvernements. Ce qui est sûr, c'est que d'une part, si on mobilise de l'argent, il faut qu'il aille là où il doit aller, c'est-à-dire dans une vraie stratégie d'innovation et de croissance. Je l'ai dit, mais c'est mieux en le répétant parce qu'on a parfois l'impression qu'on n'en est pas vraiment conscient. Alors j'entends ce que tu dis sur ce que soulève Étienne de la Calataille. C'est vrai qu'on est une économie, une petite économie ouverte à tous les vents et qu'on a besoin d'une croissance européenne pour en profiter nous-mêmes. Mais justement, quelque part, ce qu'on oublie toujours de dire là-dedans, et on l'avait dit au moment du Covid, on le dit pour l'Ukraine, on le dit, c'est qu'on a besoin de plus d'Europe. Quelque part, c'est peut-être au niveau européen qu'il faut imaginer ces stratégies-là. C'est quand même pas... acceptable qu'en Europe, qui sont des économies
modernes qui ont quand même beaucoup d'atouts, on en soit à se contenter d'une croissance de 1%. Aux États-Unis, c'est plus du double. Il y a des régions du monde où c'est bien davantage encore. Donc, c'est pas une fatalité. Oui, tout à fait. Juste un chiffre que j'ai lu cette semaine, mais la totalité des investissements dans l'IA au niveau mondial, Exactement. l'Europe est à 4%. Voilà, donc ça veut tout dire. Évidemment, la part du lion est aux États-Unis et en Chine. Il est vraiment temps que l'Europe en tant que continent et la Belgique aussi suivent et se réveillent. Donc en fait, cette idée de mobiliser l'épargne, je trouve qu'elle n'est pas mauvaise. Et en tout cas, elle peut être explorée si on en fait bon usage. Tout à fait. Merci Olivier. Merci Baptiste. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse. Les entreprises belges s'inquiètent face au coût de l'énergie. Notre réseau électrique de plus en plus saturé. Pour leur énergie, les entreprises ont souvent l'impression d'être livrées à elles-mêmes. Avec Equance, passez de tout gérer vous-même à un partenariat qui donne de l'énergie. Votre transition énergétique mérite un partenaire. Equance.